Je m'appelle Solane Marchand, j'ai 34 ans et mercredi dernier, j'ai conduit jusqu'à une maison qui m'appartient, j'ai sonné à la porte et j'ai tendu à ma sœur un dossier qui mettait fin à 3 ans de la patience la plus délibérée que j'ai jamais pratiquée de ma vie. Elle portait une robe fleurie, elle avait coiffé ses cheveux. Elle savait que quelque chose arrivait, je l'ai vue à la façon dont elle a ouvert la porte, comme si elle s'était tenue près depuis un moment. Et Édouard était dans le couloir derrière elle, exactement comme il a toujours l'air, large d'épaules, visage ouvert, et complètement inconscient du poids de ses propres choix. Je ne suis pas entrée, je n'en avais pas besoin. Je lui ai tendu le dossier, j'ai dit ce que j'avais à dire en 4 phrases, et je suis retournée à ma voiture. Et je me suis assise là, dans cette allée, l'allée d'une maison avec mon nom sur l'acte, et j'ai attendu de ressentir quelque chose de dramatique. De la rage, peut-être? Ou du chagrin? Ou cette satisfaction particulière que les gens imaginent quand ils pensent à la vengeance. Ce que j'ai ressenti à la place était plus silencieux que tout ça. C'était comme poser quelque chose que j'avais porté si longtemps que j'avais oublié que ça avait un poids. Mais pour comprendre ce qu'il y avait dans ce dossier et pourquoi ça comptait, je dois vous ramener en arrière. Pas seulement à Édouard, pas seulement à l'argent. Je dois vous ramener à la famille qui m'a appris, très tôt, que mon rôle était d'être celle qui ne pose pas de problème. Avant de continuer, si vous venez de trouver cette chaîne et que vous êtes déjà en train de vous pencher en avant, allez appuyer sur « S'abonner » pour être là pour la suite. Aimez la vidéo aussi, parce que ça aide vraiment plus que vous ne le pensez. Et si vous connaissez quelqu'un qui a dû reconstruire quelque chose à partir de rien parce qu'une personne de confiance a tout brûlé, partagez ça avec elle. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début. J'ai grandi à Périgueux. Mon père, Bernard, était représentant commercial pour une coopérative agricole régionale et vivait perpétuellement à un mauvais trimestre d'une crise silencieuse que personne dans notre maison n'avait le droit de nommer à voix haute. Ma mère, Françoise, gérait l'image de la famille comme certaines personnes entretiennent un jardin, constamment, soigneusement, en gardant un œil sur ce que les voisins pouvaient voir depuis la rue. Il y avait 2 filles dans cette maison, moi et Camille. Camille a 3 ans de moins que moi, et depuis l'âge où j'ai été capable de le remarquer, l'atmosphère de notre maison avait un centre de gravité, et ce centre, c'était elle. Pas parce que mes parents ne m'aimaient pas. Je veux être claire là-dessus. Ils m'aimaient. Mais Camille était l'enfant autour de laquelle ils se détendaient. Elle était plus bruyante, plus drôle, plus facile à avoir dans la pièce. Et moi, j'étais efficace, capable, celle qui trouvait des solutions. À 13 ans, mon père a perdu un contrat important et les choses sont devenues difficiles d'une façon que personne ne nous a expliqué directement. Mais moi, j'ai remarqué. J'ai remarqué quand la 2e voiture a disparu de l'allée. J'ai remarqué quand les vacances ont été annulées et remplacées par un week-end en Périgord noir dans un gîte. J'ai remarqué quand ma mère a commencé à acheter la marque distributeur au supermarché et la semaine d'après, la marque encore moins chère que la marque distributeur. Personne ne m'a dit ce qui se passait. Je faisais juste attention. Cette nuit-là, la nuit où j'ai compris en écoutant à travers le mur de la cuisine, j'ai sorti un cahier à spirale de mon cartable et j'ai commencé à noter tout ce que je pouvais observer sur l'argent dans notre maison. Les revenus, les dépenses, ce que je pouvais déduire, ce que je pouvais confirmer. J'ai tenu ce cahier pendant 2 ans. Et si vous voulez comprendre qui je suis en tant qu'adulte, ce cahier est probablement l'endroit par où commencer. Je veux m'arrêter une seconde ici, parce que si vous avez grandi dans une maison où les vraies choses ne se disaient jamais à voix haute, où vous êtes devenu l'enfant qui fait attention parce que personne d'autre ne semblait le faire, je crois que vous savez déjà ce que je veux dire quand je dis que ça vous forme. Ça vous forme d'une façon qui ressemble à de la compétence de l'extérieur et qui ressemble à quelque chose de plus solitaire de l'intérieur. Si ça a touché quelque chose en vous, j'aimerais vraiment que vous appuyiez sur le pouce en ce moment.
Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et partagez ça avec quelqu'un qui sait ce que ça veut dire d'être celui ou celle qui tient les choses ensemble en silence. Je vous vois. Maintenant, je continue. La règle dans notre maison, la règle non dite, jamais négociée, c'était celle-ci. Solène ira bien. Solène trouve des solutions. Solène n'a pas besoin de ce dont Camille a besoin, parce que Solène est différente. Et je l'ai tellement intériorisé que pendant la plus grande partie de ma vingtaine, j'aurais dit que c'était un compliment. Ce n'en était pas un. C'était une exemption de soins habillée en vertu. J'ai eu mon bac avec mention très bien, et j'ai été admise en prépa économique à Bordeaux avec une bourse partielle sur critères sociaux. Mes parents m'ont assise et m'ont dit de ne pas m'inquiéter pour le reste. Il y avait de l'argent mis de côté, un capital constitué progressivement par mes grands-parents maternels. Prévu pour mes études. Ma grand-mère du côté maternel, une femme prénommée Élise qui tenait ses propres comptes et avait laissé des instructions très précises. Je les ai crues. J'ai utilisé ma bourse pour mes frais de vie et j'ai fait confiance à cette promesse. Je lui ai fait confiance pendant 2 ans. Et ensuite, en 2e année de licence à l'IAE, les chiffres ne collaient plus. J'ai passé 3 semaines à appeler le service de scolarité, le bureau des bourses, et finalement, mon père. Ce que Bernard Marchand m'a finalement dit, en morceaux, à travers plusieurs coups de fil qu'il essayait à chaque fois de raccourcir, c'est qu'il avait utilisé le capital pour couvrir un découvert professionnel. Il avait eu l'intention de le reconstituer. Il ne l'avait pas fait. Et le reste, environ 9 000 €, avait été réorienté quand Camille avait brièvement exprimé l'envie de suivre une formation en design d'intérieur à Bordeaux. Camille avait suivi cette formation pendant 1 semestre. Camille n'avait pas terminé. Je n'ai pas crié sur mon père. Je n'ai pas pleuré au téléphone. J'ai dit, très posément, que je comprenais et que je trouverais une solution. Et ensuite, j'ai raccroché et je me suis assise sur le bord de mon lit en résidence universitaire et j'ai regardé mes mains pendant un long moment. Puis je suis allée prendre un service supplémentaire dans la boulangerie du quartier Saint-Michel, où je travaillais déjà le week-end, et j'ai commencé le processus de reconstitution du montant dont j'avais besoin pour finir mon master. Ça m'a pris 18 mois, et j'ai obtenu mon diplôme avec un semestre de retard, et j'en ai très peu parlé à qui que ce soit. Ce que j'ai fait, ce que j'ai commencé à faire pendant ces 18 mois, c'est m'enseigner moi-même tout ce que je pouvais trouver sur la finance personnelle et l'investissement immobilier. Pas d'une façon dramatique, pas dans une logique de fantasme de revanche. Juste parce que j'avais appris, de façon très concrète, que j'étais la seule personne responsable de ma propre sécurité financière. Qu'aucun capital ne portait mon nom, que personne n'allait venir. Et c'est dans l'un de ces séminaires de formation patrimoniale, assise dans mon petit appartement avec mon ordinateur sur la table de la cuisine, que j'ai rencontré Nadia Ossey. Elle était dans la même session. On s'est retrouvés dans le même groupe de travail. Elle a regardé les notes que j'avais tapées dans le document partagé et elle a dit, très directement, « Qui vous a appris à penser comme ça ?» J'ai dit, « Personne. C'est exactement le problème. » Elle n'a rien dit pendant un moment. Et ensuite elle a dit, « Je crois qu'on devrait continuer à parler après cette session. » Nadia avait 43 ans. Elle avait perdu la quasi-totalité de ses économies dans une association commerciale qui avait mal tourné à la fin de sa vingtaine. Et elle avait tout reconstruit à partir de rien, avec une précision qu'elle portait aussi discrètement qu'on peut porter quelque chose comme ça. Elle dirigeait un cabinet de conseil patrimonial à Lyon. Elle lui avait un fils, un mari et une franchise que je n'avais jamais rencontrée chez quelqu'un qui était aussi chaleureux. D'habitude, ces deux choses ne coexistent pas comme ça. Chez Nadia, oui. Elle est devenue la première personne en des années à qui j'ai dit la vérité en entier. Je lui ai parlé du capital. Je lui ai parlé de mon père. Je lui ai parlé, finalement, d'Édouard. Des 4 ans ensemble. Des fiançailles. Du mariage d'octobre que j'avais préparé et de la robe que j'avais déjà choisie et des arts du lieu de réception que j'avais dû abandonner et du matin, 6 semaines avant la date,
où ma sœur Camille était venue dans mon appartement et s'était assise en face de moi à ma table de cuisine et m'avait dit, les mains croisées devant elle, qu'elle et Édouard étaient amoureux. Que ça durait depuis 8 mois. Qu'elle était désolée, mais qu'elle avait besoin que je le sache. Ma bague de fiançailles était à mon doigt pendant cette conversation. Je me souviens d'avoir baissé les yeux vers elle. J'avais besoin de regarder quelque chose qui ne soit pas son visage. La chose avec une trahison qui vient de l'intérieur de votre propre famille, c'est qu'elle n'arrive pas comme une explosion. Elle arrive comme une fuite lente. Vous ne réalisez pas à quel point quelque chose s'est vidé de vous jusqu'au moment où vous tendez la main vers quelque chose qui devrait être là et que vous trouvez l'espace où ça se trouvait avant. Après que Camille ait quitté mon appartement ce matin-là, je me suis assise à ma table de cuisine pendant longtemps. Le café qu'elle s'était servi, parce qu'elle était allée dans ma cuisine se servir un café pendant qu'elle venait mettre fin à mes fiançailles, était encore sur la table, à moitié plein. Je ne l'ai pas bougé pendant 2 jours. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être parce que le bouger aurait signifié que la conversation était terminée et que j'aurais dû décider de ce qui venait ensuite. Ce qui est venu ensuite, c'est un appel téléphonique à Édouard. Une conversation que je ne vais pas détailler ici, pas parce qu'elle était dramatique, mais parce qu'elle ne l'était pas. Elle était calme et maîtrisée, et il a dit tout ce qu'une personne dit quand elle a décidé que ses sentiments sont le fait organisateur de l'univers. Il a dit qu'il était désolé. Il a dit qu'il n'avait pas voulu que ça arrive. Il a dit qu'il espérait que je savais à quel point il tenait à moi. Je lui ai posé une question. Je lui ai demandé depuis combien de temps il savait, avant de demander ma main, que quelque chose n'allait pas. Il n'a pas répondu directement, ce qui était en soi une réponse. J'ai rendu la bague. J'ai appelé le château. J'ai envoyé un email à Marielle chez l'imprimeur rue de la République qui m'a répondu par un mot manuscrit qu'elle a posté à mon appartement, que j'ai encore dans un tiroir quelque part parce que c'était l'une des choses les plus gentilles que quelqu'un ait faites pour moi cette année-là. Et ensuite, j'ai appelé Nadia. Elle n'a pas dit « je suis tellement désolée » comme la plupart des gens le font, ce qui n'est en réalité qu'une façon de remplir le silence, parce qu'on ne sait pas quoi dire d'autre. Elle a dit « où est-ce que vous êtes là maintenant ?» J'ai dit que j'étais chez moi. Elle a dit « j'apporte à manger, ne discutez pas ». Elle est arrivée 1h30 plus tard avec des plats d'un restaurant ivoirien qu'elle aimait, rue Moncey, et on s'est assise par terre dans mon salon parce que je n'avais pas envie d'utiliser le canapé, et elle m'a laissé parler jusqu'à ce que je n'ai plus de mots. Et quand les mots se sont taris, elle n'a pas essayé de remplir ça. Elle est juste restée là. C'est ça, Nadia. Elle a compris que parfois, la chose la plus importante qu'une personne peut faire pour vous, c'est rester dans la pièce. Je veux vous poser une question maintenant, et je le pense vraiment. Est-ce que quelqu'un a jamais utilisé votre solidité contre vous? Utilisé le fait que vous êtes la personne capable, celle qui gère les choses, comme une raison de prendre, parce qu'il supposait que vous absorberiez et que vous passeriez à autre chose? Parce que c'est ce qui m'est arrivé. Pas une fois. Pas seulement avec l'argent. Pas seulement avec Édouard. C'était un schéma qui remontait à ce cahier sur mon lit d'enfant. J'étais celle qui trouvait des solutions. Alors trouver des solutions, c'était ce que je devais à tout le monde autour de moi. Écrivez-le dans les commentaires. Je veux savoir si vous avez ressenti ça, cette fatigue particulière d'être la personne dont tout le monde suppose qu'elle ira bien. Je lis chaque commentaire, chacun. Parce que voilà ce que personne ne vous dit quand vous êtes la personne capable. Les gens autour de vous arrêtent de vous demander si vous allez bien. Ils supposent. Et à la fin, vous arrêtez de leur dire quand ce n'est pas le cas, parce qu'on vous a appris, très efficacement, que votre pas bien est un inconvénient. Dans les mois qui ont suivi Édouard et Camille, je ne me suis pas effondrée. Je veux être honnête là-dessus, parce que je pense que parfois les gens s'attendent à ce qu'une histoire comme celle-ci comprenne une période de dissolution complète, et la mienne n'en a pas eu. Ce que j'ai eu à la place, c'était un genre de silence très particulier. J'allais au travail, je rentrais chez moi, je prenais des décisions précises et soigneuses sur l'argent. Je parlais à Nadia 2 fois par semaine.
Je courais 6 kilomètres chaque matin à 6 heures moins le quart, parce que le rythme spécifique de ça me donnait l'impression d'avoir le contrôle de mon propre corps. Et lentement, en arrière-plan, comme un plan qui s'assemblait en dessous du niveau de la pensée consciente, j'ai commencé à construire. Mon premier bien était un appartement à Lyon, dans le 6e, proche de mon cabinet, quartier solide, historique de charges correctes. Je l'ai acheté à 31 ans, 18 mois après que tout s'est effondré avec Édouard et Camille. J'ai vérifié chaque chiffre 6 fois avant de signer quoi que ce soit. Nadia l'a visité avec moi et a dit, debout dans la cuisine vide, « C'est une bonne décision ». C'était sa félicitation la plus haute. Je le savais à ce moment-là. Mon deuxième bien a pris plus longtemps à trouver. J'ai regardé 11 annonces dans 2 régions différentes avant de le trouver. Un pavillon de 3 pièces à Périgueux, rue des Glycines. Bonne structure, cuisine refaite, un jardin un peu à l'abandon mais récupérable. Les gens m'ont demandé pourquoi Périgueux. Pourquoi ce marché alors que Lyon fonctionnait, que j'habitais à Lyon, que la chose sensée était de continuer à construire près de chez moi. Je savais exactement pourquoi. Je n'étais juste pas encore prête à le dire à voix haute, même à moi-même. Ce que j'ai dit à Nadia, c'est que les chiffres fonctionnaient. Le rendement locatif était solide pour ce marché. La taxe foncière était basse. Le quartier était stable. Tout ça était vrai. Rien de ça n'était la vérité entière. La vérité entière est arrivée le jour où ma mère m'a appelée, l'un de nos coups de fil mensuels civilisés, le genre qu'on traitait toutes les deux comme une obligation planifiée qu'on était trop attachées l'une à l'autre pour annuler, et a dit, de la façon dont elle dit les choses qui vont mal atterrir. Solène, je ne sais pas ce qu'ils vont faire ces deux-là. Camille et Édouard. Leur propriétaire leur a donné congé. Ils sont vraiment dans le difficile. Je m'inquiète pour eux. Elle m'a dit ça, à moi. J'étais debout dans ma cuisine, à Lyon, à regarder par la fenêtre une rue tranquille, tenant une tasse de café qui avait refroidi. Et j'ai tenu le téléphone, et je l'ai laissé finir, et j'ai dit « D'accord, maman, je vais réfléchir à quelque chose. » Et ensuite, je me suis assise à mon ordinateur, et j'ai ouvert l'annonce pour le pavillon rue des Glycines, et j'ai fait une offre cet après-midi-là. J'ai appelé Camille 2 jours plus tard. La première fois que je lui parlais depuis 18 mois. Je lui ai dit que j'avais un bien locatif qui allait se libérer à Périgueux, en dessous du prix du marché. Géré professionnellement, tout contact passerait par le cabinet de Nadia. Je ne serais pas impliquée directement. Ce serait une transaction comme une autre. Elle a été silencieuse pendant un long moment. Je laisse le silence s'installer. Puis elle a dit « Solène, pourquoi tu ferais ça ?» Et je lui ai dit la vérité, la partie que j'étais prête à lui donner. J'ai dit « Parce que chaque mois que tu passes dans cette maison, c'est un mois où tu rembourses mon crédit. Les calculs me conviennent. » Il y a eu un autre silence. Et ensuite, « D'accord, on prend. » Ils ont emménagé un jeudi de mars. J'étais à Lyon. J'ai regardé le bail contresigné apparaître dans ma messagerie et je me suis fait une tasse de thé et je me suis assise avec. Je voudrais vous dire que je me suis sentie puissante à ce moment-là, ou juste, ou certaine. Ce n'est pas ça. Ce que j'ai ressenti était plus compliqué que toutes ces choses. Ce que j'ai ressenti, c'était la sensation spécifique de faire quelque chose qu'on a examiné sous tous les angles et sur lequel on ne peut toujours pas être complètement sûr. Nadia m'a appelée ce soir-là. Elle a dit « Le bail est signé, ils sont dedans. » Puis une pause. « Solène, est-ce que vous êtes sûre de ça ?»« Je suis sûre du bien, » j'ai dit. « C'est pas ce que j'ai demandé. » Et elle avait raison. Ce n'était pas ce qu'elle avait demandé. Mais je n'ai pas répondu à la vraie question, parce que la vraie question était de savoir si je faisais ça pour les fonds propres ou pour l'autre chose, la chose plus silencieuse, moins défendable, en dessous. Et la réponse honnête, à ce moment-là, c'est que je n'en étais pas entièrement sûre.
Ce dont j'étais sûre, c'était ceci. La maison portait mon nom. Le bail était légal et correct et documenté. Il l'avait signé volontairement. Chaque avantage dans cet arrangement était le mien. Et pour la première fois depuis que je m'étais assise à ma table de cuisine, à regarder une tasse de café à moitié pleine qui n'était pas la mienne, c'était moi qui avais fixé les termes. Pendant les 14 premiers mois, ils ont payé à temps, globalement. Quelques jours de retard par-ci par-là, toujours avec un message via le portail. Des petits délais. Solde reçu vendredi. Rien d'alarmant. Et ensuite, au 15e mois, les paiements ont commencé à arriver partiels. Nadia m'a appelé un mardi soir et a dit « Ils sont à 60% du mois dernier. J'ai envoyé la mise en demeure standard. Je veux m'assurer qu'on traite ça comme n'importe quel autre locataire. » C'est ce qu'on fait, j'ai dit. Documenté, elle a dit. Pas une question. Chaque centime, j'ai dit. Pas pour m'en vanter, juste un fait. Et c'est à peu près à ce moment-là, juste autour du premier paiement partiel, que ma mère a appelé et mentionné, prudemment, que peut-être si je leur parlais directement, en famille, on pourrait trouver un arrangement plus souple. Elle a utilisé les mots « en famille ». J'ai noté ces mots dans un carnet, de la même façon que je notais des choses à 13 ans. Pas par colère, par précision, parce que j'avais appris depuis longtemps que ce que les gens disent quand ils pensent que vous allez absorber ça en silence est souvent ce qu'ils disent de plus honnête. J'ai gardé cette phrase 7 jours. Et ensuite, le message vocal d'Édouard est arrivé. Édouard Vernet m'a laissé un message vocal de 2 minutes et 47 secondes un jeudi après-midi. Je connais la durée exacte parce que je l'ai écouté 4 fois. Il n'a pas présenté d'excuses. Il n'a pas mentionné l'arriéré de loyer par son nom. Ce qu'il a fait, c'est parler, comme Édouard a toujours parlé quand il voulait quelque chose. De cette façon chaleureuse, raisonnable, légèrement sinueuse, qui me faisait autrefois sentir que j'étais invitée dans quelque chose, et que je reconnaissais maintenant comme l'équivalent verbal d'une main sur l'épaule, vous guidant vers un endroit que vous n'aviez pas choisi d'aller. Il a dit que les choses avaient été difficiles. Il a dit que l'activité de chauffage-climatisation avait ralenti. Il a dit que Camille ne travaillait qu'à mi-temps. Il a dit qu'ils apprécieraient vraiment un peu de souplesse sur le renouvellement. Il a utilisé ce mot 3 fois, souplesse, comme si la répétition allait poncer les angles de ce qu'il demandait vraiment. Et ensuite, à la marque de 2 minutes et 4 secondes, il a dit ceci. « Je pense que tu sais, Solène, qu'on n'a jamais rien voulu d'autre que vivre notre vie. Tu as été incroyablement généreuse. » Je me suis assise avec cette phrase pendant 6 minutes. J'ai chronométré, parce que j'avais besoin de savoir combien de temps il me fallait pour me faire de nouveau confiance après l'avoir entendue. Ensuite, j'ai appelé Nadia. Je lui ai dit d'envoyer le renouvellement avec la révision de loyer, modeste, aligné sur le marché, entièrement défendable, et d'y joindre l'arriéré de 4 200 € comme condition obligatoire du renouvellement, payable dans les 30 jours, conformément à la clause de résiliation à l'article 3 du bail original. Standard, légal, documenté. Chaque mot quelque chose que je pouvais défendre dans n'importe quelle pièce, devant n'importe quelle personne. Nadia a dit « Fait. Et s'il ne signe pas ?» Alors le bail expire et on suit la procédure standard, j'ai dit. Il y a eu une pause. Et ensuite, Nadia a dit, d'une voix que je connaissais, qui signifiait qu'elle était sur le point de dire quelque chose que je ne voudrais peut-être pas entendre. « Solène, j'ai besoin de vous poser une question. » « Allez-y. »« Est-ce que c'est à propos du bien ou est-ce que c'est encore à propos d'eux ?» Je n'ai pas répondu immédiatement. Et la pause que je lui ai donnée était plus longue que je ne l'avais voulu, ce qui nous a toutes les deux dit quelque chose. Ça a cessé d'être à propos d'eux depuis longtemps, j'ai dit. C'est pas ce que j'ai demandé, elle a dit. Calme, stable. La façon dont Nadia dit les choses difficiles, sans armure, sans excuse. Je n'ai pas répondu ce soir-là. J'ai fermé mon ordinateur et je suis allée me coucher. Et je me suis allongée dans le noir de mon appartement lyonnais à regarder le plafond
et j'ai réfléchi à la question qu'elle avait vraiment posée. Parce que voilà la vérité, et je crois qu'il est important de la dire clairement. J'avais construit quelque chose de réel. Les fonds propres sur ce bien à Périgueux étaient réels. Les revenus locatifs étaient réels. La logique d'investissement était solide depuis le premier jour où j'avais fait les calculs. Rien de ça n'avait été construit autour d'eux. Ils étaient accessoires aux chiffres. J'aurais eu du rendement sur ce bien, indépendamment de qui l'occupait. Mais la question de Nadia ne portait pas sur les chiffres. Elle portait sur la raison pour laquelle, parmi tous les locataires disponibles sur le marché locatif périgourdin, j'avais spécifiquement appelé ma sœur. Et la réponse honnête, celle que j'ai élaborée lentement, allongée sur le dos dans le noir, c'est que j'avais eu besoin de savoir que je le pouvais. J'avais eu besoin de savoir que les personnes qui m'avaient coûté le plus ne m'avaient pas aussi coûté la capacité d'agir avec précision et clarté dans mon propre intérêt. Que je n'étais pas devenu quelqu'un qui se cache de la géographie de son propre passé. Que je pouvais mettre mon nom sur un acte dans cette ville sans flancher. Et aussi, en dessous de ça, plus petit mais réel, j'avais voulu que les calculs soient les miens. J'avais voulu que chaque mois qu'il passait dans cette maison soit un mois où je construisais quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher. Pas par cruauté. Par un besoin très privé, très spécifique, de reprendre possession de l'arithmétique de ma propre vie. J'ai appelé ma mère le lendemain matin. Françoise a décroché à la 2e sonnerie, comme elle le fait toujours quand elle attendait un appel qu'elle n'avait pas demandé. On a parlé pendant 40 minutes. C'était la plus longue vraie conversation qu'on avait eue en 3 ans, et elle avançait comme les vraies conversations avancent. Pas en ligne droite, mais en tournant, en s'approchant, en reculant, en s'approchant encore. Et puis, vers la fin, elle a dit quelque chose que je n'avais pas prévu. Elle a dit « Je sais que je n'ai pas bien géré les choses, Solène. L'argent, tout ça. J'ai laissé faire parce que je ne savais pas comment arrêter et je me suis dit que tu allais t'en sortir. » J'ai dit « Je m'en suis sortie. » Et elle a dit « Je sais. C'est pas la même chose que si c'était normal. » J'ai dû poser ma main à plat sur le plan de travail de la cuisine quand elle a dit ça. Juste pour sentir quelque chose de solide. Parce que cette phrase « c'est pas la même chose que si c'était normal » était la chose la plus honnête que ma mère m'ait dite en 34 ans. Et elle est arrivée doucement, sans drame, au milieu d'un coup de fil un matin de semaine, ce qui est la façon dont les choses vraies arrivent généralement. Je lui ai dit que je conduisais jusqu'à Périgueux le mercredi suivant. Je lui ai dit que je passerais la voir en premier. Elle a dit « Est-ce que je viens avec toi à la maison ?» J'ai dit non. Elle a hoché la tête, je l'ai sentie à travers le téléphone, comme si elle comprenait exactement pourquoi, et comme si elle était prête à l'accepter. La veille de mon départ pour Périgueux, Nadia est venue chez moi. Elle a apporté à manger et elle s'est assise à ma table de cuisine et elle a regardé le dossier que j'avais constitué, l'avis de non-renouvellement, la facture d'arriéré, l'état des lieux de sortie, la lettre que j'avais réécrite 6 fois. Et elle l'a lu soigneusement, comme elle lit tout, et ensuite elle l'a posée et elle m'a regardée. « C'est propre, » elle a dit. « Chaque mot est défendable. » « Je sais, » j'ai dit. « Comment vous vous sentez ?» J'y ai réfléchi. Comme si j'étais sur le point de finir quelque chose. Elle a hoché la tête. Puis elle a dit « Assurez-vous que c'est bien ça. Finir. Pas tenir autrement. » Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Pas d'anxiété exactement. Plutôt cette vigilance particulière qui arrive quand quelque chose vers lequel vous vous dirigez depuis longtemps finit par être là. J'ai conduit jusqu'à Périgueux un mercredi matin. Ça prend environ 3 heures depuis Lyon, selon la circulation sur l'A89. Je connais cette route comme je connais ma propre écriture. Je l'avais prise sans cesse en grandissant. Chaque trajet retour depuis Bordeaux pendant mes années d'études. Chaque visite à la maison pendant les années où la maison me semblait encore un endroit où j'avais le droit d'être. Je suis passée devant la sortie pour les gorges de l'Aveyron, où on avait passé ce week-end quand j'avais 13 ans, et que les vacances avaient été annulées.
Je suis passée devant la route qui mène à l'église, où les obsèques de mon père ont eu lieu il y a 2 ans. Je suis passée devant le carrefour où je tournais autrefois, pour aller à la boulangerie où je faisais des doubles services. Et je l'ai regardé en passant. Et j'ai ressenti non pas de la nostalgie exactement, mais quelque chose comme de la reconnaissance. Comme regarder une cicatrice et en connaître les dimensions exactes de ce qui l'a faite. J'ai retrouvé ma mère à la brasserie en bord de ville en premier, celle où elle allait quand elle voulait parler sans mon père dans la pièce. Elle était là quand je suis arrivée, dans son gilet rose poudré, les mains autour d'une tasse de café, l'air plus petite que dans mon souvenir et plus fatiguée. On a parlé pendant presque 2 heures. Je lui ai montré le tableau sur mon téléphone, la situation complète des fonds propres, l'historique des paiements, l'arriéré, tout. Elle l'a regardé longtemps sans parler. Puis elle a dit « Tu as tout planifié ?» « Oui, » j'ai dit, « depuis le début. Depuis le jour où tu m'as appelé pour me dire qu'ils étaient en difficulté. » Elle m'a regardé, vraiment regardé, de la façon dont les mères font parfois quand elles essaient de réconcilier l'enfant dont elles se souviennent avec la personne assise en face d'elles. Et elle a dit « Je ne sais pas si je dois être fière de toi ou avoir peur de toi. » Les deux sont exacts, j'ai dit. Et elle a ri. Un petit rire vrai, le genre qui ressemble à quelque chose qui se déverrouille après longtemps bloqué. Et j'ai senti quelque chose se déplacer entre nous à ce moment-là. Pas réparé, pas résolu, mais déplacé. Comme 2 personnes qui se sont tenues sous le mauvais angle l'une par rapport à l'autre, qui se retournent enfin pour faire face à la même direction. Je lui ai dit ce que j'allais faire. Elle n'a pas essayé de m'en dissuader. Elle a enroulé ses 2 mains autour de sa tasse de café et elle a dit « D'accord. » Juste ça. « D'accord. » Et dans cette seule syllabe, il y avait tout ce qu'elle ne disait pas. L'excuse qu'elle ne savait pas comment rendre complète, la permission qu'elle me donnait enfin de finir ça sans elle dans la pièce. J'ai payé les cafés et je l'ai serrée dans mes bras à la porte, et elle a tenu un moment de plus qu'à l'ordinaire, et je l'ai laissé faire. Puis je suis remontée dans ma voiture, et j'ai conduit jusqu'à la rue des Glycines. Je me suis garée dans l'allée. Mon allée. Je me suis assise dans la voiture pendant 4 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge. Et j'ai tenu le dossier sur mes genoux et j'ai regardé la maison. Le jardin de devant était un peu plus à l'abandon que sur les photos de la dernière inspection. La peinture sur la rambarde du perron commençait à s'écailler à un coin. Des petites choses, des choses normales, des choses de locataire. Mon nom était sur l'acte de cette maison. La montre de ma grand-mère Élise était à mon poignet gauche, la même grand-mère dont l'argent était censé payer mes études, dont le capital avait financé un semestre de formation que Camille n'avait pas terminé. Je portais cette montre tous les jours depuis 4 ans. Pas comme un rappel, juste parce qu'elle était d'elle et qu'elle était quelqu'un qui tenait ses propres comptes et que je voulais être ce genre de femme aussi. Je suis sortie de la voiture. J'ai marché jusqu'à la porte. J'ai sonné. Et Camille a ouvert. Dans la robe fleurie, les cheveux coiffés. Et Édouard derrière elle dans le couloir, dans une chemise grise et des boots de travail. L'air d'un homme qui avait été prévenu que quelque chose arrivait et qui n'avait pas réussi à décider quoi faire de cet avertissement. Si vous avez jamais dû vous tenir à la porte de quelque chose que vous avez construit et faire face aux personnes qui supposaient que vous ne viendriez jamais, si vous avez jamais dû tenir votre propre terrain dans un endroit qui vous a tout coûté pour acquérir, je veux que vous sachiez que le bouton like est juste là, et l'abonnement aussi. Parce que ce qui s'est passé ensuite est quelque chose pour lequel j'ai eu besoin de 3 ans pour être prête. J'ai tendu le dossier à Camille. C'est l'avis formel de non-renouvellement, j'ai dit. Le bail expire dans 47 jours. L'arriéré de 4 200 € est dû dans les 30 jours conformément à la clause de résiliation à l'article 3. Le cabinet de Nadia s'occupera de l'état des lieux de sortie. Il y a une liste de contrôle à la fin pour l'état du bien.
Camille a regardé le dossier, puis moi, et elle a dit « Solène, est-ce qu'on peut en parler? Tu es notre propriétaire, tu es ma sœur. » J'étais votre propriétaire, j'ai dit. Le bail se termine le 14. Tout ce dont vous avez besoin est dans ce dossier. Et Édouard a dit mon prénom. Juste mon prénom. De la façon dont il le disait autrefois, quand il voulait que j'arrête d'avoir raison sur quelque chose. Je l'ai regardé. Je l'ai tenu 1 seconde, assez longtemps pour être honnête, assez court pour en avoir fini. Et dans cette seconde, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas prévu de voir. Pas de la défiance. Pas vraiment de la culpabilité non plus. Juste un homme qui avait fait une série de choix qu'il n'avait jamais vraiment examinés, debout dans une maison qu'il ne possédait pas, à côté d'une femme qu'il n'avait pas épousée, gérant une entreprise qui se contractait, disant le prénom de la personne qu'il avait sous-estimée pendant 3 ans. J'ai dit « Prenez soin de vous » et je suis retournée à ma voiture. Je me suis assise dans cette allée plus longtemps que 4 minutes cette fois. Je n'étais pas figée, je ne m'effondrais pas. J'étais juste immobile. De la façon dont on devient immobile après quelque chose qu'on avait redouté, finit par vous traverser et ressortir de l'autre côté. Le soleil entrait par le pare-brise à un angle bas, et le quartier était calme, et quelque part dans la rue, quelqu'un faisait tourner un souffleur à feuilles, ce qui est un son tellement ordinaire pour un moment extraordinaire que j'ai failli rire. J'ai appelé Nadia depuis l'allée. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Elle décroche toujours à la 2e sonnerie, jamais à la première, parce qu'elle dit que répondre à la première sonnerie suggère qu'on attendait, et Nadia ne joue pas l'anticipation pour personne. « C'est fait, » j'ai dit. Une pause. Puis, « Comment vous vous sentez ?» J'ai regardé la maison à travers le pare-brise. La peinture qui s'écaille sur la rambarde du perron. Le jardin de devant à l'abandon. La porte que Camille avait déjà refermée. Comme moi-même, j'ai dit. Ce qui est, je crois, la réponse. Nadia a fait un son. Chaleureux, silencieux, l'équivalent verbal d'une main sur une épaule. Puis elle a dit « Bien. Maintenant parlons de ce que vous faites avec ce bien une fois qu'il est libéré. » J'avais déjà 3 locataires potentiels dans le dossier. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai appris des choses de seconde main, par ma mère, qui appelait avec la neutralité soigneuse de quelqu'un qui essaie d'être juste envers tout le monde et y réussit de moins en moins. Elle m'a dit qu'Édouard et Camille avaient commencé à raconter aux gens à Périgueux que le non-renouvellement était une représaille, que je l'avais fait par dépit, qu'après tout ce qu'ils avaient traversé, j'avais tiré le tapis sous leurs pieds. Je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti en entendant ça. Il y avait une lueur de quelque chose, pas de la colère exactement, plutôt cette lassitude spécifique de regarder quelqu'un réécrire une histoire à laquelle vous étiez présente. J'avais le bail, j'avais l'historique des paiements, j'avais la clause de résiliation, j'avais 47 jours de préavis régulier. Chaque document était propre et correct et classé. Mais la chose avec une petite ville, c'est que les documents ne circulent pas comme les histoires circulent. Les histoires vont plus vite. Les histoires ont de l'émotion dedans. Et Camille a toujours été très douée pour l'émotion. Ce que je n'ai pas fait, c'est répondre. Pas publiquement, pas en privé. Pas par ma mère, pas par personne. J'ai laissé l'histoire circuler. Parce que j'ai appris, lentement et à un certain coût, que la vérité n'a pas besoin d'être défendue en temps réel. Elle a juste besoin d'être encore vraie quand le bruit se tait. Et le bruit s'est tu. Il s'est tu, comme ma mère me l'a finalement dit, quand les gens ont commencé à poser des questions à Édouard directement sur l'entreprise. Sur l'emprunt personnel qui était passé en recouvrement. Sur les 2 mois de mensualité en retard sur une ligne de crédit qu'un ami commun travaillait à gérer. Il s'est tu quand Camille a dû admettre tranquillement que l'arriéré de loyer, les 4 200 €, était réel et documenté et pas une fabrication et qu'il ne l'avait pas payé. Ma mère m'a dit ça au téléphone un soir, de sa voix neutre et soigneuse,
Et ensuite elle a ajouté « Les gens ne leur parlent plus beaucoup ces temps-ci. » J'ai dit « Je suis désolée d'entendre ça. » Et je le pensais, pas ironiquement, pas avec satisfaction. Je le pensais de la façon dont on le pense quand quelqu'un vit les conséquences naturelles de ses propres choix et qu'on a été trop longtemps à proximité de ce genre de douleur particulière pour trouver du plaisir à regarder atterrir sur quelqu'un d'autre, même quelqu'un qui l'a mérité. Parce que voilà ce que j'avais compris, assise dans cette allée à regarder la maison rue des Glycines. Camille n'est pas un monstre. C'est une personne qui a voulu une vie qui existait déjà et qui s'y est glissée sans mesurer suffisamment ce qu'elle déplaçait. C'est un vrai échec. Il a causé un vrai préjudice. Mais c'est un échec d'imagination et de caractère, pas de malveillance. Elle n'a pas construit un plan. Elle a fait un choix, puis un autre, puis encore un autre, en se disant à chaque fois que la personne qui en absorbait le coup était faite pour ça. Édouard, c'est pareil. Un homme d'un égoïsme ordinaire, d'une esquive ordinaire, d'une recherche ordinaire du confort. Il m'a regardé et a vu de la compétence. Il a regardé Camille et a vu de la facilité. Il a choisi la facilité. Il a passé 3 ans à rembourser un crédit immobilier qui appartient à la femme qu'il a quittée, et je ne crois sincèrement pas que cette ironie lui soit jamais pleinement apparue. Comprendre ça ne m'a pas amené à leur pardonner. Je veux être claire là-dessus. Le pardon est une chose spécifique, et ce n'est pas la même chose que comprendre. Ce que ça a fait, c'est me libérer de la version de cette histoire où je suis une femme définie par ce qu'on lui a fait. Cette version exige qu'ils soient monstrueux. Ils ne le sont pas. Ils sont ordinaires. Et les gens ordinaires qui causent des torts ordinaires ont quand même à vivre avec des conséquences ordinaires. Environ 3 semaines après le non-renouvellement, quelque chose est arrivé dans ma boîte aux lettres à Lyon. Une lettre, manuscrite, sur du papier à lettres que j'ai reconnu avant même de l'ouvrir. L'écriture de ma mère. Françoise Marchand, qui a toujours utilisé un stylo à billes bleues moyenne pointe et appuyé un peu trop fort, de sorte que les lettres avaient un poids qu'on sentait au dos de la page. Elle écrivait pour me dire qu'elle triait encore les affaires de mon père, toujours, 2 ans après sa mort, lentement, et avait trouvé une chemise cartonnée dans le tiroir de son bureau. À l'intérieur, il y avait une photocopie des documents originaux de succession de ma grand-mère Élise. Et agrafée à la couverture, de l'écriture de mon père, il y avait une note. La note disait « Pour Solène, aurait dû être protégée. Je suis désolée de ne pas l'avoir fait. » Il l'avait écrite et classée et ne l'avait jamais envoyée. Je ne sais pas quand il l'a écrite. Je ne sais pas s'il avait l'intention de faire quelque chose avec et qu'il n'en a pas eu le temps, ou s'il l'a écrite juste pour l'écrire, de la façon dont certaines personnes ont besoin de nommer les choses en privé avant de pouvoir les porter. Mais il avait vu. Il avait su. Il l'avait noté. J'ai lu cette note debout à mon plan de travail à Lyon, encore en tenue de travail, et j'ai dû poser mes 2 mains à plat sur le plan de travail et juste respirer 1 minute. La montre de ma grand-mère Élise était à mon poignet gauche. L'or s'était usé en douceur à quelques endroits, après des années de port quotidien. J'ai appelé Nadia. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Je lui ai lu la note au téléphone. J'y suis arrivée sans que ma voix change, ce qui a demandé plus d'efforts que je ne l'admettrais complètement. Il y a eu un silence quand j'ai terminé. Un long. Et ensuite Nadia a dit « Il vous a vu, Solène ». C'est tout ce qu'elle a dit. 4 mots. Et je me suis tenue là, à mon plan de travail, et j'ai laissé ces 4 mots faire ce qu'ils avaient besoin de faire. Si vous avez jamais découvert, des années trop tard, que quelqu'un vous avait vu quand vous pensiez être invisible, quand vous pensiez que le silence signifiait l'indifférence, vous comprenez pourquoi ces 4 mots ont fait céder le sol sous mes pieds pendant 1 minute. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas parlé pendant un moment. Et si ça vous est arrivé, je veux que vous sachiez que moi aussi je vous vois. Appuyez sur le pouce. Abonnez-vous pour être là pour les histoires qui viennent après celle-ci.
parce que c'est une communauté de personnes qui savent ce que ça veut dire d'être regardé clairement, et je ne prends pas ça à la légère. J'ai répondu à ma mère par écrit. Pas un email, une lettre. Avec un stylo, sur du papier, en appuyant assez fort pour qu'elle le sente au dos de la page. Je lui ai dit que j'avais reçu sa lettre. Je lui ai parlé de la montre, que je la portais tous les jours, qu'elle était à mon poignet rue des Glycines, que je pensais qu'Élise aurait eu quelque chose de précis et de juste à dire sur tout ça. Je lui ai dit que je n'étais pas encore prête à rentrer pour les fêtes, mais que je pensais que j'allais l'être. Bientôt. Et que la brasserie en bord de ville était un endroit bien, et que j'aimerais y retourner, juste nous deux, sans parler de Camille, ni d'Édouard, ni de l'argent, ni du passé. Juste être deux personnes qui ont réussi à rester importantes l'une pour l'autre, à travers quelque chose qui aurait pu mettre fin à ça. Je lui ai dit que ce qu'elle avait dit au téléphone, c'est pas la même chose que si c'était normal, était la chose la plus vraie que quelqu'un médite depuis longtemps. Que ça avait compté plus qu'elle ne le savait probablement. Je lui ai dit que je l'aimais. J'ai signé de mon nom entier, comme ma grand-mère le faisait toujours. Solène Marchand. Pas Solène. Le nom en entier, comme une phrase complète. Nadia a lu la lettre avant que je l'envoie. Elle l'a lue à ma table de cuisine, la tenant des deux mains, et quand elle a terminé, elle l'a posée, et elle m'a regardée, et elle a dit « C'est qui vous êtes ?» Juste ça, c'est qui vous êtes. Et je crois que c'est la chose la plus importante qu'on puisse vous dire. Pas qui vous étiez, pas qui vous avez survécu d'être, mais qui vous êtes. Présent. Debout dans votre propre cuisine, portant la montre de votre grand-mère, sur le point d'envoyer une lettre qui vous coûte quelque chose et vous rend quelque chose en mesure égale. La maison rue des Glycines a de nouveaux locataires maintenant. Un jeune couple, lui enseigne au collège du quartier, elle travaille à distance pour une entreprise de logistique à Bordeaux. Ils ont un petit chien dont je n'arrive pas à retenir le nom, mais que Nadia m'a dit avec la chaleur particulière qu'elle réserve aux détails qu'elle trouve vraiment touchants. Ils ont payé leur premier et dernier mois de dépôt à temps, signé un bail standard de 12 mois et envoyé un message via le portail leur 3e jour pour demander s'ils pouvaient planter un petit potager dans le jardin de derrière. J'ai dit oui. J'ai vérifié le relevé des fonds propres la semaine dernière. Le chiffre est bon. C'est un chiffre qui m'appartient entièrement, construit à partir de décisions que j'ai prises et de travail que j'ai fait et de patience que j'ai pratiqué plus longtemps que je n'aurais dû avoir à le faire. Ma grand-mère Élise aurait regardé ce chiffre et hoché la tête. Le hochement de tête spécifique d'une femme qui tenait ses propres comptes et n'attendait pas moins des femmes qui venaient après elle. Je m'appelle Solène Marchand. J'ai 34 ans et je sais ce que ça fait d'avoir quelque chose qu'on vous a pris et de passer des années, tranquillement, légalement et avec une documentation complète, à faire en sorte que ce qu'on vous a pris soit la dernière chose qu'ils aient jamais eue pour rien. Je sais ce que ça fait de sonner à la porte de sa propre maison. Je sais ce que ça fait de s'en aller sans se retourner. Et je sais maintenant, d'une façon que je ne savais pas avant ce mercredi, ce que ça fait d'être exactement là où je suis supposée être. Pas parce que tout est parfait, pas parce que ça a cessé de faire mal, mais parce que je n'organise plus ma vie autour de la blessure. Je l'organise autour de l'avenir. Et ce sont des adresses très différentes. Avant de partir, je veux vous poser une question. Et je le pense vraiment, alors restez avec moi encore une minute. Est-ce que quelqu'un vous a jamais sous-estimé à ce point, à supposer que vous absorberiez le coup, à supposer que vous iriez bien, à supposer que votre solidité signifiait que vous n'aviez pas besoin d'être protégé? Et avait-il tort? Avez-vous découvert plus tard que quelqu'un, quelque part, vous avez vu clairement quand vous pensiez que personne ne regardait? Laissez-le dans les commentaires. Racontez-moi tout ou juste la partie qui est encore là avec vous. Je lis chacun, pas comme une façon de parler, vraiment chacun, et votre histoire compte dans cet espace. Si ça vous a touché, aimez cette vidéo avant de partir.
Abonnez-vous pour être là quand la prochaine arrive, parce qu'il y en a d'autres, et elles sont tout aussi réelles que celles-ci. Et si vous connaissez quelqu'un qui a jamais été la personne capable, la personne facile, celle dont tout le monde supposait qu'elle trouverait une solution, partagez ça avec elle. Faites-lui savoir que quelqu'un d'autre s'est assise dans cette allée. Que quelqu'un d'autre a porté la montre et tenu le dossier et est retourné à sa voiture. Vous n'êtes pas la seule. Et vous n'avez jamais été aussi invisible qu'ils vous l'ont fait sentir. À la prochaine.